C'est un sort puissant, un envoûtement, une capture d'attention, un détournement de rêve. Au commencement du commencement, on vivait bêtes sauvages parmi les bêtes sauvages, indissociés du monde qui nous entourait. On était le monde. Et puis le Verbe est né, le Verbe qui nomme le monde et le fait exister à la conscience, le Verbe qui le définit, le structure, le hiérarchise, le limite, nous en sépare, qu'on puisse le voir, l'étudier, le raisonner, cesser d'en avoir peur et lui donner du sens. Le Verbe qui permet à l'élite qui sait le maîtriser d'imposer ses croyances comme seule réalité, une réalité imaginaire. C'est un sort puissant, envoûté par avoir, on oublie qu'on peut être, on se croit séparé. Mais y a son ombre à s'échapper, y a son ombre à continuer, coûte que coûte à se désenvoûter. Y elles inventent, se plantent, réessaient, recommencent, retentent, réessaient, ne lâchent rien, continuent leur chemin, alimentent le rêve et font qu'il ne meurt pas. Sabotage, la paresse rebelle, l'idiotie simulée, les refus, les émeutes, révoltes et mutineries, les révolutions, les évasions, les pagodes, les quilombos, les caracoles, les bandes de brigands, les contrebandiers rêves, les pirates, les sorcières, les anarchistes, les squats, les communautés, la grève, l'autogestion, l'auto-organisation, l'autonomie, la caisse de solidarité, la mutualisation, le troc, la gratuité, la créativité, l'entraide, l'altruisme, la pensée, les rêves, la parole, l'histoire des peuples, leur lutte, leur stratégie n'apparaissent pas dans l'histoire officielle. Qui connaît ces histoires? Qui sait que des femmes corrigent les violeurs et sont tant respectées que les gens viennent les voir, elles, et plus leur politique? Qui sait qu'au Libéria, elles ont séquestré les chefs de guerre jusqu'à ce qu'ils signent la paix? Que la Catalogne a vécu sans argent pendant plus d'une année? Qu'au Moyen-Âge, on travaillait quand on faisait pas la fête? Toujours un saint à vénérer et pas de métier genré, des femmes partout. Qui raconte ces histoires? Qui raconte ces histoires? Qui sait que du fin fond de l'histoire on connaît les révoltes d'esclaves, que les femmes marchent, avancent en Turquie, en Palestine, en Guinée-Conakry, partout dans le monde? Qui sait qu'un tel, une telle a regardé, a écouté, a caché dans sa cave, soigné, nourri, s'est interposé, a risqué sa vie, a passé des courriers, aidé à traverser, mis l'argent dans les caisses? Qui se souvient? Dans les mouvements anarchistes et dans les dynamiques anarchistes, c'était surtout les organisations. Il y avait la Fédération anarchiste, Alternative libertaire, le réseau Nopassaran qui intégrait Scalp et Réflexe. Il y avait aussi l'OCL. Il y avait quelques autres groupes et aussi quelques groupes un peu résidus, entre guillemets, de l'autonomie des années 70 et des années 80. Mais qui étaient moins prégnantes que par rapport à aujourd'hui. Et on est un peu passé donc des années 90 de désorganisation à une volonté de vivre ensemble et de vivre en collectif. Il y avait vraiment une transformation qui s'est faite. Et dans les dynamiques anarchistes et aussi dans la manière de s'organiser et de faire les choses, après Seattle 99 et notamment Gênes 2001, où il y a une répression féroce, il y a des choses qui ont changé. It wasn't like 100 cops coming running, it was maybe, I don't know how many, but they came and they were very direct. They started beating on the people with the tonfas and their fists, and people were standing and like, okay, we're getting arrested. Et les gens sont passés dans des pratiques offensives plus dures, plus directes, dans une idée beaucoup plus émeutière. Et par exemple, les contre-sommets,
Il y a eu beaucoup plus de black bloc et dans les villes, il y avait une volonté de guérilla urbaine avec les gens, il y avait beaucoup plus d'émeutes, d'attaques contre la police, s'attaquer au symbole du capitalisme. Et donc les squats qui existaient déjà avant, qui existent depuis longtemps, ont été quand même un lieu de mise en pratique d'un certain nombre d'idées qui se décalaient de ce qui se passait dans les organisations, qui étaient plus traditionnelles si on veut, et moins radicales dans la mise en pratique d'un certain nombre de choses. Et les gens ressentaient cette nécessité et ce besoin de mettre en pratique, et la relier, donc relier la théorie à la pratique, et vice-versa. Voilà. Et en fait, à travers un certain nombre d'expériences en ville, il y a des gens qui ont décidé de mettre quelque chose, de partir à la campagne, créer aussi d'autres îlots de résistance, d'autres espaces, que ce soit des squats, des lieux loués, des lieux gérés, comment louer ou acheter, mais en tout cas pour faire des lieux pérennes. Et on a vu aussi comment se développer ces dernières années les ZAD contre tous les projets inutiles, notamment Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a une multitude depuis Notre-Dame-des-Landes qui sont développées ces 5-6 dernières années. Mais bon, quand on parle de tout ce constat-là, de tout ce qu'on a pu vivre ces 20 dernières années, force est de constater qu'on est quand même face à une certaine frustration, des fois individuelle et collective. C'est-à-dire qu'en fait, pendant tant d'années, on a vécu des moments forts, des moments intenses, on a vécu des luttes sociales, et on voit que nos espoirs, ce qu'on désirait, on n'y est pas arrivé encore. Donc ça crée beaucoup de frustration. Et parallèlement, dans les lieux collectifs qui ont été mis en place et les expériences qui ont été mises en place, au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense et qu'on arrive à certaines limites. Voilà. Alors pendant des années à vouloir répondre à l'urgence tout le temps, à répondre coup pour coup, et ben des fois on se retrouve dans un certain nombre de frustrations. On a du mal à faire que toutes ces résistances, toutes ces micro-résistances fassent un réel ensemble qui est une vraie cohérence. Et du coup, on est forcément aujourd'hui, après tant d'années à être investi dans ces milieux-là, à se questionner sur les perspectives, sur les projections pour une construction globale d'un mouvement qui serait à la hauteur de nos espérances. Et c'est vrai qu'à chaque lutte sociale, chaque mouvement, chaque grève, notamment à l'université, et il y a une grève aujourd'hui par rapport à la loi du travail, c'est hyper important qu'il y ait un renouvellement de génération. Et je trouve ça hyper important de pouvoir garder le lien avec ces nouvelles générations, de faire un partage des connaissances, des savoir-faire, des pratiques, des récits de lutte. Alors parfois pour donner envie et pour inciter, des fois pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Et voilà, parce que c'est vrai qu'avec le temps, on peut se retrouver un petit peu fatigué, usé, pas forcément envie de refaire les mêmes choses et de revivre sans cesse la même histoire. Il peut arriver qu'on se retrouve en décalage, qu'on manque de complicité, parce que beaucoup de gens qu'on a connus ont disparu. Et c'est vrai que ça se comprend, parce que je connais pas mal de gens qui, après un certain nombre d'années d'activisme, se sentent fatigués, usés, se sentent des fois isolés, des fois perdent d'espoir, vivent des désillusions, se sentent déconnectés par rapport à ces nouvelles générations qui s'impliquent. Mais c'est hyper important et c'est tout à fait possible de faire ce lien-là.
j'ai fait partie de la caravane intergalactique pendant à peu près un an. À partir de son début qui était en 2013 jusqu'à la fin de l'été suivant à peu près. Et même si je suis encore de loin ce qui se passe, ça fait quand même assez longtemps que j'ai pris des distances de ce collectif. Et c'est pour ça du coup que quand j'en parle, j'ai plutôt tendance à le faire au passé, même si le collectif est toujours actif aujourd'hui. J'aurais du mal du coup à définir exactement qu'est-ce que c'était la caravane intergalactique. J'avoue que ce n'était pas très clair au début pour moi. Et en plus, beaucoup de choses ont changé depuis que je suis parti. Mais en tout cas, ce dont il me semble le plus important de parler, c'est l'aspect nomade. Je veux juste préciser que quand je parle de nomadisme, sans rentrer dans les détails, mais il y a plein de formes différentes de nomadisme dans notre société. Et que celle que nous on pratiquait en était juste une parmi les plus récentes. Et c'est important pour moi de ne pas la confondre dans ses raisons comme dans sa pratique avec les autres formes de nomadisme qui existent dans la société. Et du coup, le constat sur le nomadisme qui était pour moi à la base de notre collectif, c'était que dans les réseaux militants que nous on connaissait, que pour la plupart d'entre nous c'était autour des luttes paysannes, écologistes, dans ces réseaux il y avait pas mal d'individus nomades ou semi-nomades qui contribuaient à la lutte autant que des sédentaires, mais qui étaient souvent oubliés. Ces personnes assuraient souvent la communication parmi les différents projets sédentaires, la transmission d'expériences, de savoir-faire, et apportaient souvent de l'aide et de nouvelles énergies à des moments où il y en avait besoin. Une bonne partie de nous-mêmes, d'ailleurs, avait déjà été dans cette position individuellement, et ça nous paraissait intéressant de commencer à faire ça en collectif, de façon en même temps plus organisée et plus revendiquée aussi. À mon avis, tout ça a plutôt bien marché. Même si, parfois l'organisation interne de notre groupe nous prenait pas mal d'énergie, j'ai quand même l'impression qu'on a réussi à en apporter pas mal aux gens qui nous ont accueillis. On a, pour faire des exemples, on a participé à plein de chantiers dans des fermes collectives, on a filé la main sur la préparation de camps politiques, on a participé à des mobilisations et des occupations de terres, on a écouté les galères de nos camarades sédentaires tout en leur permettant de prendre du recul. Aussi avec nous, il y avait toujours une banque de graines et un infokiosque. Et à chaque nouvelle étape, du coup, c'était un peu l'occasion pour des échanges. Aussi, au bout d'un moment, on a commencé aussi à développer des compétences qui nous étaient propres, qui pouvaient aller de la filtration d'huile de récup pour les camions, à la facilitation de réunions anti-autoritaires, de la construction des yourtes pliables en bambou, au stage d'autodéfense féministe qu'animait une copine. Voilà. Et par contre, au bout d'un moment, j'ai l'impression que le style de vie purement nomade a commencé à peser à pas mal d'entre nous pour des raisons différentes. De ma part, je sais que le fait de me retrouver tout le temps dans la position de l'invité, de la personne qui doit s'adapter à chaque fois au lieu qu'il accueille, qui doit prendre sur soi, etc., cette position n'était plus soutenable. Et j'avais aussi l'impression de ne pas passer assez de temps avec les gens pour construire des vrais liens d'affinité en dehors du collectif. En tout cas, vers la fin du premier été, il y a pas mal de personnes qui ont pris du recul par rapport au collectif et qui sont partis se construire une base arrière ailleurs, un endroit auquel revenir entre un moment collectif et l'autre, et dans lequel cultiver du coup des projets qui n'avaient pas forcément leur place au sein de la caravane. À un moment, il y a eu pas mal de discussions aussi autour de la possibilité de créer une base arrière collective, mais pour l'instant tout ça n'a pas encore abouti. Non, Sylvain, je crois qu'il n'était pas, sauf s'il était après que moi je suis parti en fait. Ouais. Oh oui, je suis désolé. Ouais.
Il nous aura fallu faire le deuil de l'idéal communautaire, se rendre compte que faire coexister des êtres implique de ne pas vouloir les uniformiser, de ne pas viser une vie et une résistance collective aux dépens de l'existence des singularités. Des communaux aux communes libres, du Chiapas au Val de Suse, en passant par la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, nous tentons de nous inspirer de ces formes d'organisation où un socle politique commun permet à des personnes différentes, depuis des lieux différents, mais sur un même territoire politique, d'exister, de composer, sans se dominer ni se compromettre, se soucier les unes des autres, se défendre contre tout oppresseur. Résonne alors en nous l'idée que puissent aussi germer des communes dans des territoires où l'ennemi commun n'est pas si visible. Pour nous, celle-ci prendrait acte que le monde court à sa perte. D'îlots opaques en îlots plus visibles, en résonance, naîtraient de nouvelles formes de résistance à cet état de fait. Ni entité administrative, ni simple découpage géographique, organisés sur des échelles de temps longues, à travers des liens de complicité, la commune apporterait au territoire une dimension de profondeur qu'aucun état-major ne pourra cartographier. La commune ne peut se concevoir qu'en lien avec ce qui n'est pas elle, avec des personnes qui ne seraient pas encore communardes comme perspective politique, comme porosité entre ce qui nous constitue et ce qui nous entoure, nous englobe. Il s'y mêlerait différentes activités, différentes priorités, différents modes de vie. Retrouver une dignité, rompre avec la précarité imposée par le système dominant, avoir d'autres choix que de survivre. Créer, inventer nos propres moyens, nos lieux de soins, de fêtes, nos cantines, nos librairies, notre éducation, notre paysannerie, notre artisanat, nos médias. Se doter de tous les moyens dont nous avons besoin pour conquérir nos libertés politiques. Rompre avec le fatalisme, le pessimisme ou le défaitisme ambiant qui entretiennent la dépolitisation actuelle, le manque de projets politiques et le manque de sens. Elle assumerait l'épanouissement des marginalités, des minorités, nomadisme, genre, sexualité, psychiatrisé, validité, âge, racisé, et de toutes les singularités ne collant pas au conditionnement et aux normes institutionnalisées. Aussi, la commune n'exclurait pas les familles malgré des volontés de déconstruire sa forme nucléaire. Elle permettrait plutôt que des familles communardes puissent en porosité cheminer vers autre chose que reproduire des schémas patriarcaux, dominants. Inspirée par les radicalités qui s'y déploient, et par les liens qui s'y tissent, chemin faisant, elle tente de ne laisser personne de côté, sans désir d'uniformisation. Les communes ne peuvent que susciter, enrichir un imaginaire, à co-construire là où les ancrages se désirent. Nous n'avons pas de mode d'emploi, ni une culture de la résistance assez prégnante pour savoir, faire, contrairement à l'histoire maya pour les apatistes. Nous devons inventer, créer. Notre génération de révoltés doit penser son histoire. Les communes libres permettraient qu'une voie s'ouvre sur des devenirs révolutionnaires. Pouvoir enfin nous gouverner nous-mêmes, retrouver une qualité de lien et des façons d'être dans le monde qui s'effondre, lutter pour que sa chute s'accélère et y construire les nôtres de monde, pour qu'on ne nous impose rien en prétendant nous représenter, vivre fort et forte, inspirés de la digne Arabia zapatiste. Les Kurdes, militants kurdes qui vivent dans l'Europe, on manifeste chaque fois devant le Parlement européen, Strasbourg ou Bruxelles. On est lutter pour dire qu'il y a un crime de guerre sur le peuple kurde, devant le consulat, les Turcs, devant tous les parlements de l'Européen et tout ça. Pour dire qu'aller voir, envoyer une délégation pour voir ce qui se passe aujourd'hui sur la Diyarbakir, c'est le massacre total parce qu'ils ont assassiné les gens dans les sous-sols. Vraiment, c'est les gens qui ils ont massacré, ils ont brûlé totalement.
aller voir, envoyer des Nations Unies pour qu'ils voient tout ça. Nous, on vient, on a quitté notre terre. Pourquoi on quitte aujourd'hui la Syrie? C'est un vrai problème d'immigration qui vient à l'Europe. Mais pourquoi ils quittent leur terre? Parce que les Allemands, les Français, ils ont, avec tout ce qui est l'armement qu'ils ont donné à la Turquie, et la Turquie complice avec Daesh, ça passe la frontière, ils ont vraiment bombardé toutes les villes, les villages, ils ont carrément c'est détruit. Et les gens, ils vont aller où maintenant pour vivre? Ils ont quand même, ils doivent venir Europol, la Turquie, il faut qu'il y ait quelque part, il ne peut pas rester sous les bombardements de la Daesh. Donc, on a vu, ils ont comment massacrer les gens. C'est un crime de l'humanitaire. À tous nos voyages dans le Kurdistan, nos amis kurdes nous disent parlez de nous, l'Europe ne parle pas assez de notre mouvement et vous avez des liens avec les Kurdes chez vous. Associez-vous et faites passer l'information comme quoi ce peuple est un peuple opprimé. On était un groupe d'amis à pas mal avoir eu un œil à ce qui se passait au Kurdistan, mais surtout au Kurdistan en Turquie depuis un bon moment. Et au retour d'un voyage là-bas, qui justement a coïncidé avec le moment où la guerre s'est redéclenchée, ça nous a bien marqué, bien bouleversé. Et au retour, on s'était organisé pour se faire des petites revues de presse entre nous, pour se tenir au courant. Pour comprendre un peu c'était quoi les derniers événements et de là est partie l'idée de diffuser ça plus largement. On se dit allez, tant qu'on a ce matériel on va le partager, mais surtout parce que des rencontres qu'on avait faites sur place, il y avait beaucoup cette demande de diffuser l'info en fait, juste de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et aussi qu'est-ce qui est fait là-bas, qu'est-ce que cette lutte porte. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à faire une revue hebdomadaire au début, enfin, une petite brochure sur la situation dans les Kurdistans, mais beaucoup dans le Kurdistan, la partie turque. Pendant 6 mois on a tenu, c'était le marathon. Et après il y a eu quand même un changement de format pour passer plutôt en revue mensuelle avec des textes plus longs qui analysent plus la situation, la théorie et la pratique, avec des entretiens de gens sur place. Donc voilà, c'est une petite expérience de 1 an et demi maintenant de revue qui relaie les infos, mais surtout les idées portées par une des parties du mouvement kurde. Peut-être le départ, le point de départ, c'est que c'est une lutte anticoloniale, puis d'autodétermination, en fait, tout simplement, des populations qui sont opprimées de par ce qu'elles sont. Et d'ici en plus, ça nous parle vraiment beaucoup parce que comme le rôle de la France n'est pas anodin, vu que la Turquie s'est centrée sur le modèle de la France, pour lancer l'idée de l'État-nation, à un moment donné on écrase tout le monde et on crée un gros territoire organisé par l'État, le grand État. Et le rôle actuellement de la France dans les accords qu'elle mène avec la Turquie pour silencier ce qui se passe là-bas en utilisant les migrants comme monnaie d'échange, et bien tout simplement nous on ne pouvait pas
On se disait qu'on ne pouvait pas juste rester les bras croisés et du coup relayer l'info pour nous c'était une petite partie, une petite contribution à tout ça. Ce qui moi me parle vraiment beaucoup de ce mouvement, c'est le côté auto-organisation. Parce qu'il y a un tournant idéologique qui fait que maintenant, ce qui est proposé, c'est un modèle confédéral, donc des structures locales, autonomes, qui vont se coordonner et à des niveaux vraiment à différentes échelles. Et c'est peut-être quelque chose que nous, on essaie de faire à nos échelles par un moment, d'être autonome, de faire prendre nos décisions. Mais après, là, je trouve que là, on galère, c'est à se coordonner et à se donner de la force entre tous ces petits groupes. Et là-bas, moi, ça m'impressionne beaucoup de voir quelle force on peut tirer si on est plein à s'organiser localement et dans plein de mixité choisie, parce que c'est un outil qui est beaucoup mis en avant là-bas. Et en fait, ça donne énormément de force d'union. Et c'est un mouvement qui porte énormément, peut-être pas avec ce terme, mais qui porte énormément le concept d'intersectionnalité, où vraiment ils vont aller, elles, vont aller beaucoup analyser leur situation de par les différents niveaux d'oppression et de discrimination qu'ils ont vécus. Et même si le côté un peu patriote kurde est un peu leur fil conducteur, mais c'est vraiment pas que ça. Et notamment le mouvement LGBTI le porte super fort. Et juste pour donner un exemple, c'est pas pareil d'être LGBTI kurde ou pas. C'est pas pareil d'être kurde mais femme ou pas. Et notamment justement par rapport au mouvement des femmes, moi, c'est vraiment la partie du mouvement que j'ai le plus rencontrée et qui m'a vraiment beaucoup touchée et que j'admire énormément. Et même si on partage pas forcément la même définition de femme, ou pourquoi la non-mixité entre juste femmes compris pas mal comme la femme cis, et puis pourquoi pas juste femme hétéro en fait, quelque part c'est pas mal ça qui est porté, mais même si je partage pas ça, il y a une puissance incroyable de pouvoir regrouper des tonnes de femmes vraiment très différentes, d'âge, de niveau d'éducation, de classe sociale, complètement différents. D'abord, elles se sont battues contre leurs propres maris, leurs propres camarades de lutte, et elles ont su imposer un rapport de force hyper fort. Et c'est ce rapport de force-là que maintenant elles mènent à d'autres échelles, que ce soit même au niveau de l'État turc. Et d'ici, on entend énormément de critiques de la part des militants qui ont énormément de méfiance envers ce qui peut se faire dans un mouvement qui est quand même pas mal militarisé quelque part, pas mal avec une origine marxiste-léniniste, etc. Donc moi je trouve ça hyper compréhensible, et évidemment qu'il faut toujours garder un esprit critique. Mais moi je suis quand même assez énervée contre les critiques qui sont faites depuis notre confort, de personnes qui habitons quand même en paix. Et on peut pas comprendre, on peut pas se mettre à la place des gens qui sont au milieu d'une guerre. Biji Sarok, de Sarok Jian Nabe, Biji Apaja, Biji Apaka, Biji Rojava. Et je voulais juste vous parler vite fait de cette personne que j'adore, Dilar Diri, qui est une chercheuse kurde qui parle de solidarité critique en critiquant justement le privilège blanc de pouvoir décider c'est laquelle la lutte sur laquelle elle va porter plus ou moins d'attention, et qui du coup
va créer une situation super dangereuse, de mettre les différentes luttes de libération nationale en concurrence entre elles pour attirer le soutien des Blancs, intello, européens notamment. Et elle dit la solidarité, la vraie, elle se tient sur le long terme. Et c'est une solidarité qui est faite avec un esprit critique et où s'il y a des liens qui sont créés, des vrais liens, c'est un dialogue et c'est pas juste dans un sens. Et les différents mouvements qui sont en solidarité entre eux peuvent se critiquer et s'aider à évoluer et se faire confiance pour pouvoir se dire les choses. What I'm trying to say is this demonstration we are about to do now is just to express our feelings to the people of Switzerland and the world in general, because we are being humiliated, abused and neglected. We are here in this house, and why I say that we are being abused is that the way the police treat us here, they know really we are occupying this very place, and they mount blocks, the two entrances here and there. They block our going out and they block our coming in. When you are coming in, they stop you, search you. Not that we are against some of those things, but they strip you naked in the cold. People are passing by, driving by, they see you because they see your nakedness. It's totally unacceptable. It's not civilized way of doing things. After searching all these things, they see nothing. Still, they can't say sorry. You know? You ask them, why are they treating you like this? They say, this is Switzerland. Really, this is Switzerland. But there are other countries that make up the entire world. You cannot, because this is Switzerland, you try to humiliate human beings, try to humiliate the blacks, and what we believe and they are doing is racial profiling control. They are not doing a better job. They are there just single out a ethnic color, ethnic background, people from a specific area, target them and try to abuse their minds, abuse their psyche, and humiliate them. I see, Secretary. I don't know. No, but I give you the key that time. Secretary, take it again. Ok, faire des choses avec les gens et pas pour les gens. Ça, c'est la première chose. Du coup, faire les choses aussi de manière horizontale, mais sans pour autant imposer des principes d'autogestion, toutes des choses en fait qui tout d'un coup pour nous paraissent aller de soi et puis qui en fait passent par des biais de réflexion, passent par un développement qui a pris son temps, qui a pris ses chemins et puis en fait comment ne pas tomber dans l'imposition des valeurs, comment ne pas tomber dans l'accueil, comment faire en sorte que la maison, ce soit la maison des gens et puis que ce soit pas la maison de la petite dizaine de personnes qui s'est organisée autour des gens. On a eu par exemple beaucoup le problème au début des réus, où en gros c'est toujours les 10 squatteurs qui appelions les réus. Alors qu'aujourd'hui, et c'est super, en gros nous on est en fond de salle, et puis on intervient quand il faut traduire un truc du français à l'anglais, quand il faut amener de la documentation sur une loi ou sur une correspondance avec le propriétaire, ou voilà, sur tout ce qui, quand tu as vécu dans un pays depuis X années, tu connais un peu mieux que quelqu'un qui vient d'y arriver. Donc en gros maintenant c'est hyper, en tout cas pour ma part, hyper équilibré, hyper juste comment les choses se répartissent. Mais ça c'est un truc qui a mis du temps. Aussi de dire, les 10 personnes qui gèrent un peu le truc veulent précisément plus gérer le truc maintenant. Maintenant il y a une maison qui tient et puis cette maison elle est à vous. Et puis nous, on est vos invités, c'est cool. Et puis en fait, ça dénote du fait que avant d'occuper, avant d'aller rencontrer les gens, on a essayé de répondre à ces questions. On se les est posées. Okay, est-ce qu'on va habiter là-bas ? Est-ce qu'on va ouvrir et se casser ? Est-ce qu'on va ouvrir et rester donner des coups de main ? Puis finalement, quelle est la place ? Toujours dans ce truc de qu'est-ce que tu prends comme place quand tu
quand tu aides, est-ce que tu fais pour, est-ce que tu fais avec, est-ce que tu es dans l'accueil, est-ce que tu es dans un truc de charité, est-ce que tu es dans un truc d'imposition de l'autogestion. Et puis, en fait, ces questions, on a très vite compris qu'on n'y répondrait pas. Et puis qu'il y avait une urgence, et puis qu'il fallait y aller, et puis qu'on verrait bien, et puis qu'on ferait plein de conneries. Et puis ça nous a valu pas mal de remontrances de tous les côtés, autant du côté des copains, que du côté des autorités, que du côté des... Enfin, c'est toujours compliqué, puis on est peu, on est super peu. Et je dirais que la faiblesse majeure de ce collectif, c'est qu'en gros, on est suffisamment pour régler les problèmes de la maison, pour traduire des lettres, pour aller voir les gens en prison, pour aller rechercher les gens au poste, pour écrire des oppositions, pour aller annuler des amendes. Enfin bref, tous les jours, il y a 1000 problèmes personnels auxquels tu réponds parce que bêtement, tu habites dans ce pays depuis plus longtemps, puis que du coup, tu arrives mieux à répondre. Et puis parce que les gens sont devenus tes potes, et puis parce que quand ils se font enfermer un mois au tôle, c'est cool d'aller les voir une fois par semaine. En ce moment, il y a énormément de gens de la maison qui sont en prison. C'est un truc... il y a un tournus qui se fait comme ça de la part de la police. Ils en prennent un certain nombre de dizaines, ensuite ils les relâchent, ensuite ils en prennent un autre certain nombre de dizaines, ensuite ils les relâchent. Et puis en gros, le problème, c'est que on est une petite dizaine, on s'occupe de ça. Et puis il nous manque la petite vingtaine de personnes qui ferait que cette maison soit pas juste un lieu de vie, mais que cette maison soit un mouvement de lutte, soit une voix porteuse de revendications, que ce soit à Lausanne, en Suisse, ou même à l'étranger, en France, en Espagne, en Italie en tout cas. Et là où il nous manque du monde, c'est pour ça. C'est pour faire de cette maison un mouvement. La ministre Grenoble ne prend pas ses responsabilités en mettant à disposition. Moi, je viens d'Afrique, je suis demandeur d'asile, vivant en France et déjà je suis pas libre. En fait, j'ai l'impression que tout se fait à ma place et tout. On n'arrive plus, on a des Africains qui vivent en Europe ou qui essayent d'avoir des papiers pour essayer de travailler et tout, n'ont pas vraiment... Il y a en fait comme ce truc de paternaliste et tout que en fait les blancs un peu sont un peu là devant pour nous montrer, pour nous guider, et jamais que nous on fasse la chose par nous-mêmes, ou bien que s'il y a une décision à prendre, ou bien s'il y a comment faire, que ça se fasse par nous-mêmes, que ce soit toujours les blancs qui ont toujours le dernier mot, et un peu dans les squats, parce que nous déjà en Afrique on est aussi anarchistes déjà de nature, et que quand il faille prendre des décisions pour ce qui concerne les Africains et tout, ou bien les immigrés, ou bien les réfugiés, en fait, que par eux-mêmes ils puissent en fait se sentir déjà libres et autonomes en fait. Si ceux-mêmes qui sont concernés ne sont pas vraiment en fait en avant-plan, et qui sont pas eux-mêmes en fait qui doivent exprimer réellement quels sont nos réels besoins et nos réelles attentes en fait, ne servent en fait à rien. Bon, pour tous les combats aussi comme le racisme et tout ça, c'est un peu la même chose. C'est toujours c'est vraiment compliqué pour nous les Africains de s'intégrer, ou bien
par nous-mêmes s'exprimer ou bien de faire quelque chose en fait sans l'accord sans qu'il y ait toujours les gens pour nous accompagner dans toutes nos démarches et tout. Et moi je trouve que c'est vraiment triste et c'est horrible. Si on pouvait si nous-mêmes on pouvait faire nos choses nous-mêmes, décider par nous-mêmes, ça devait quand même essayer d'aller au lieu de toujours tout prendre toujours comme des enfants qu'on doit apprendre des choses ou bien qui ne connaissent pas des choses ou bien et c'est un peu ça qui fait que quand les gens qui ouvrent un squat et on a plusieurs nationalités qui se retrouvent, plusieurs différences différentes religions en fait qui ne sont pas du même bord politique mais se retrouvent encore dans le même squat et tout, et ça crée des trucs et les gens qui les ouvrent peut-être ne les vivent pas, ne comprennent pas ce qui se passe réellement ou bien comment en fait comment gérer le truc, mais toujours sont là pour nous, comment on peut dire, dorloter et tout en fait, et déjà de dire à ceux qui écoutent que en fait nous on est capable de faire par nous-mêmes en fait, prendre en fait si on nous dit une fois en fait comment ça se passe et tout, et on va en fait se lancer, on va passer à l'action par nous-mêmes et on n'aura plus besoin d'attendre que vous venez en fait pour nous tendre la main, parce que c'est pas mauvais de nous tendre la main, mais il faut directement en fait au lieu de donner, comme on dit, au lieu de donner le poisson, il faut apprendre à pêcher en fait. C'est un peu ça le message en fait. Ouais. Moi j'ai vraiment conscience qu'à Grenoble on a un peu de la chance d'une certaine façon au niveau de ce qui est possible au niveau féministe. Bon, c'est pas que de la chance parce que c'est aussi le résultat de luttes qui ont été menées par des copines depuis vraiment longtemps, mais il y a des choses qui sont plus à renégocier ici. La non-mixité c'est reconnu comme étant un outil légitime et ça je vois bien que dans plein de villes c'est encore pas du tout le cas, et il y a plein de choses qu'on peut faire, plein de meufs qui ont pris plein de force grâce à ces outils-là, que ce soit au niveau de la place qu'on prend dans les milieux mixtes ou de notre capacité à nous organiser en autonomie, en non-mixité, pour ouvrir des squats, pour faire plein de choses. On voit que vraiment, on peut tout faire en fait. Et que si on veut faire ça avec les camarades garçons, c'est un choix qu'on a, mais c'est pas une obligation parce que nous, on serait pas capables. Et ça, je pense que c'est une force hyper importante. Et voilà. Et moi, j'avoue que j'ai puisé plein de force là-dedans, c'est clair. Que pour moi ça avait du sens de faire avancer ces choses-là parce que c'était le milieu où j'évoluais, le milieu libertaire, squat, punk, et que j'avais envie d'y faire ma place en tant que meuf et d'être aussi légitime et aussi forte que n'importe qui d'autre, et de créer ça avec la solidarité forte avec des copines. Et voilà, bon après cette force-là, une fois qu'on l'a et qu'on a un peu ce milieu, ce cadre assez confortable, c'était un peu la question de qu'est-ce qu'on en fait. Et moi j'avoue je me suis un peu éloignée de ces dynamiques avec les années, même si je me dis récemment que peut-être j'étais un peu vite parce que je vois que tout est un peu à recommencer tout le temps. Il y a plein de nouvelles arrivées à Grenoble, le milieu il se renouvelle tout le temps, et que je vois bien que des copines qui arrivent, qui sont plus jeunes, elles manifestent aussi un besoin et des demandes parce qu'elles sont confrontées aux mêmes galères auxquelles on a pu être confrontées il y a quelques années, et que la transmission c'est souvent un manque. Moi c'est déjà un truc que j'avais ressenti, un manque de pas avoir plus de contact avec des féministes plus anciennes, il y a un peu une histoire qui se perd, il y a des outils qui se perdent, et je pense que tout ça, faut continuer à y aller en fait. Bon, même si, voilà, moi au niveau de, je sais pas, ce qui m'apporte personnellement, ce qui me nourrit, des fois retourner à une Ladyfest alors que j'en ai fait je sais pas combien pour refaire le même atelier ou quasi d'auto-examen ou une discussion sur un thème que j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal abordé. Voilà, ça me tente moyen, mais en vrai, je pense que c'est nécessaire de le faire parce que déjà, les choses, elles bougent un peu quand même, et les nouvelles personnes, elles arrivent aussi avec des nouvelles choses à dire, et que je pense qu'il y a besoin de cette transmission-là. Mais ouais, moi, j'ai un peu quand même quitté cette dynamique-là, et moi, ce qui m'a semblé important, c'était de voir, moi, je suis dans une situation relativement confortable aujourd'hui par rapport aux oppressions dont je pouvais être cible, on va dire, mais qu'en fait... je sais pas, le monde c'est pas que ce milieu-là, et qu'il y a plein de personnes qui sont graves en galère, beaucoup plus que ce que moi je peux être ou que j'ai pu être, et qui sont notamment les personnes migrantes,
les personnes en galère de papier, en galère de toit, et que moi j'ai eu envie de me bouger sur ces questions-là. Et que ça c'est complexe aussi de faire ça en tant que féministe, parce que moi je vois que ça m'a aidé. Tout le travail que j'ai fait de confiance en moi dans le milieu féministe, de comment on s'organise aussi de façon horizontale, en faisant attention à la parole de tout le monde, c'est des outils qui servent. Et que voilà, je pense que je ne ferais pas les choses pareilles si j'avais pas ces outils-là. Mais j'en vois aussi une limite, c'est que des fois j'ai l'impression de mettre un peu mon féminisme de côté en mettant d'autres luttes en priorité, alors que je vois comment il y aurait aussi un besoin, parce que les meufs qui sont dans ces situations de galère, elles ont ce truc de double oppression, quoi, d'avoir ces galères-là, et en plus des galères spécifiques, il y a des galères de meufs, de violences conjugales, de difficultés d'avoir une place à prendre, que leur parole elle soit prise en compte. Et ça, moi j'ai vachement de mal à trouver des outils pour pouvoir, je sais pas, renforcer ces meufs-là, parce que le rapport il est tellement inégalitaire entre elles et moi à d'autres points de vue, que je trouve que c'est pas simple. Et que voilà, moi je suis en manque d'outils là-dessus, et j'ai l'impression qu'on est pas mal à galérer, parce qu'en fait on est plein de féministes à avoir fait ce parcours-là, et que voilà, on bloque un peu là-dessus, et je pense que c'est des choses qui vont se construire et qui vont se nourrir au travers des années. Mais un truc que je réfléchissais là quand on discutait et qui me semble intéressant, c'est que moi je fais de la radio depuis un petit bout de temps. Avant j'étais dans une émission de radio féministe, maintenant je suis dans une émission de radio qui est justement plus sur les sujets des luttes contre les frontières, le racisme et tout ça. Et qu'en fait, à chaque fois que je parle de féminisme dans cette émission de radio, c'est pour dénoncer comment le féminisme il peut être instrumentalisé à des fins racistes, islamophobes, voilà ce qu'on voit énormément en France. Et que ces réflexions-là, je les ai aussi acquis au sein du milieu féminisme, et notamment grâce aux copines racisées, qui sont assez peu nombreuses et je pense qui galèrent aussi pas mal dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui est majoritairement blanc. Mais que voilà, nous ont quand même apporté plein de trucs que des fois on a pu avoir du mal à entendre, ou qui n'ont pas été simples, parce que quand on se fait remettre à sa place de dominant, c'est pas toujours évident, mais qu'en fait ça nous a fait grave avancer. Et voilà, et je pense que dire de plus, il faut que je trouve une phrase de conclusion, ça vous allez couper. C'est comment le féminisme il peut continuer à évoluer avec ses apports décoloniaux et tout ça, et aussi en remettant en question nos privilèges blancs pour les personnes blanches dans ce milieu, et comment dans les milieux de lutte contre le racisme, les frontières et tout ça, on peut aussi réussir à infuser des trucs féministes qui jouent sur comment on s'organise, sur les places qu'ont les meufs là-dedans. Et voilà, comment on arrive à croiser tout ça, et que tous les apports théoriques, pratiques qu'on a de toutes ces pistes-là, on peut réussir à les mettre ensemble et faire tout avancer en même temps, quoi. Qui raconte ces histoires? Une poignée d'initiés, illuminés, qui luttent en vain pour être entendus. Cette histoire, elle tombe dans l'oubli. On y sort un peu la tête de l'eau, puis elle disparaît à nouveau. Et pourtant, c'est cette histoire, notre histoire, nos défaites, nos victoires, nos questionnements, nos tentatives de réponse qu'il faut transmettre. Ici, les héroïnes sont nous tous, et nous œuvrons pour nous tous depuis toujours. Et nous ne sommes pas des êtres exceptionnels, purs et martyrs, nous sommes nous tous, chacun l'une à sa manière. L'unité ou la mésestime, trop d'exigence, trop d'admiration, la paresse ou vraiment pas le temps, la fatigue, le découragement, l'incompréhension, tant de facteurs qui empêchent la transmission. Et si on ne transmet pas, chaque génération devra tout redécouvrir, tout reconstruire, au lieu d'aller plus loin tout de suite. Comment on construit un lien politique qui permet qu'on puisse accueillir les nouvelles histoires, en créer d'autres, se transformer perpétuellement pour que le politique, la gestion du bien commun et de la qualité du lien entre tous dépasse les égos, ne se cristallise pas sur des croyances, reconnaisse la complexité du réel, sache lâcher, remettre en question, évoluer, respecter l'individu, soutenir son émancipation et non pas encourager son conformisme en cherchant son adhésion par la manipulation et en stimulant son instinct grégaire, pour que le politique n'ait pas peur de l'inconnu, qu'il s'en nourrisse et accepte que la digestion est parfois très inconfortable. C'est un sort puissant, mais les petits sorcelets sont bien vivants.